Bienvenue à la Petite Encoche podcast de la NFL. Là, je suis tout feu, tout flamme. Là. Je me fuck dans l'entrée parce que Oui, je vois je suis ça. complètement survolté par la semaine qu'on vient de vivre. Je ne suis pas encore remis de mes émotions. Il y a eu du gros drama. Mais avant toute chose, merci à Dualité. Puis merci à Losé et à Marc-André d'être là. Marco voulait être là, mais malheureusement, son horaire de travail ne le permet pas. Je pensais que C'est tu allais pour ça dire merci à Loop. Moi, je pensais que c'était ça ton C'est message quoi, d'entrée. man? Quel produit Ouais. tu essaies de nous vendre? Là? Ou quel Ben, on commanditaire loupe tu veux, les butters le kicker de Baltimore. Ouais. Ah, ok, tu vois, j'ai oublié parce que de toute façon, il ne va pas se faire re-signer. Mais non, mais en fait, je pense, tu sais, oui, Steelers, Ravens a fait couler beaucoup d'encre, mais moi, en fait, le scénario qui m'a fait le plus capoter en fin de semaine, c'est Panthers Bucks. Les Bucks l'emportent, mais les Falcons, comme tu avais dit, Losé, puis Marc-André, avec le commentaire, le TikTok qu'on a reçu, Oui, je pense que absolument. Chris Patak, je ne sais pas si c'était lui exactement, j'y vais de mémoire. Non, ce n'était pas Chris Patak, c'était. Attends, je vais te le retrouver ici, donne-moi 2 secondes. Il y en avait un qui nous avait dit que les Bucks, même s'ils gagnaient, n'avaient pas le destin entre leurs mains. Puis c'est la victoire des Falcons contre les Saints qui a permis, dans le fond, aux Panthers d'être éliminés puis aux Panthers de passer. Triple égalité au sommet de la division. 3 équipes à 8 et 9. Puis c'est les Panthers qui vont passer en éliminatoire. Je capote. C'est complètement sans queue ni tête, cette division-là. Absolument. C'était Krabby Patty. Krabby Patty. Merci Krabby Patty de nous avoir mis sur le droit chemin. Voilà. Mais quand même, une couple d'affaires. En plus, aussi, là, beaucoup de win and in. Ou dans le fond, ben, pas beaucoup, mais 2. Mais c'était pas vraiment win and in parce que les Bucks ils ont win, mais ils n'ont pas été in. Puis dans une victoire dramatique, les Steelers ont emporté 26-24. On en parlera un petit peu plus en détail tantôt. Mais honnêtement, là, il était temps que le match achève. Mon cœur ne se pouvait plus. Quand le match a fini, il était 11h30. Je ne suis pas allé à m'endormir avant une bonne demi-heure. C'était impossible. Moi, j'ai vu tes réactions live en différé, parce que moi, je me suis levé le lendemain matin et j'ai vu tes réactions live sur notre conversation. Il restait 8 minutes 40. C'était 13-10 Steelers. Puis le match finit 26-24. Ouais, c'est ça. Je ne point de manquer de Boswell, première fois en 4 ans. Loop, là, le gars des Ravens. 40 verges, ça n'a pas de bon sens. 44 verges, puis il manque. Puis en plus, la décision en premier 10, au lieu de courir puis de faire un time-out ou de faire un jeu pour essayer d'avoir un terrain plus court, ils font une espèce de petit... on danse avec le ballon, puis on met un genou au sol, puis ils perdent 2 verges. Non, c'est pas ils dansent avec un ballon, c'est pour se placer à la bonne place. Ils font toujours ça. Je sais. Ils demandent au botteur, c'était mieux être sur le left hash mark ou le right hash mark. Puis, ils l'ont mis dans le milieu. Être sur le right, mais il aurait dû être sur le left, clairement. En fait, même pas, il était en plein dans le milieu. Puis il y a beaucoup d'analystes qui disaient que c'est la pire place. Ouais, tu vas être à gauche ou à droite. Mais il y a Neil Down dans le milieu. Mais tu sais, court dans le milieu à la place, là, tu sais, essaie de gagner. Mais non, tu veux pas risquer. Non, ça c'est juste pour placer le ballon, là. Tu veux pas 44 verges, j'ai rendu 95% de réussite, là. Fait que vous leur avez pas donné le ballon à Derrick Henry pour essayer Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'était ça le jeu. Non. Wow. La victoire est d'un poche, là. Ben oui. Tu mets ça où ce que le botteur, il veut, that's it, fini, tu fais ça là. C'est tellement d'un poche qu'ils ont perdu. Teins-toi l'osé avec des poches. Non, mais pour vrai, Julien, combien la sortir la statistique, là, Julien, mais pour vrai... combien de fumbles d'Eric Henry a cette année, plus que le nombre de field goals manqués à 40 verges. Ouais, mais toi, Julien... Mettons, c'est pas contre toi, l'osé, c'est que, mettons, moi, quand je voyais ça, Derrick Henry qui est instoppable depuis ses... Oui, il y a eu un fumble. Il y en a eu cette saison. Il y en a eu plusieurs, en fait, en début de saison. Mais depuis 3 matchs, il est inarrêtable. Tu joues contre une défensive qui a laissé quand même beaucoup de verges au sol. Puis tu peux quand même faire commencer à Derrick Henry qui t'a amené jusque-là, qui t'a propulsé les derniers matchs. Tu veux faire quoi? Ils vont jouer un goal line défensif, puis il va gagner quoi, 2 verges? Ça change quoi? Non, peut-être moins. Peut-être qu'il va gagner plus. Il va avoir moins de verges. Peut-être qu'ils ont reculé au lieu d'avancer, en tout cas. Le kick, là, il aurait fallu qu'il soit en dedans de 25 verges pour rentrer. Il l'a manqué, puis pas à peu près. C'est clair. Pour un botteur recru non drafté qui est arrivé en cours de saison, c'est vraiment une pression énorme. Ce scénario-là, dans le fond, d'une équipe que le scénario de si tu bottes, puis tu vas en éliminatoire, ou si tu manques ton botté, puis tu ne vas pas en éliminatoire à la semaine 18 quand le temps expire, c'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de la NFL. À la dernière semaine d'activité. Pas semaine 18, parce qu'il n'y a pas toujours eu de semaine 18. C'est extrêmement stressant pour un botteur de recrue non drafté. On dirait que tu veux essayer d'y enlever un peu de pression. La pression, vraiment... puis aussi, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de vent aussi à Steelers. Que tu enlèves de la pression ou pas. Si Derrick Henry court pour 3 verges, 41-44, là... Entre toi et moi, le jeu avec le plus grand probabilité de réussite, c'est une passe, dans le fond, à Zay Flowers.
Ça aurait été le jeu. C'est ça. Avec le momentum du match, ça aurait été le jeu à faire. Tu fais une passe à des Comme Jalen Ramsey qui écoute, tu donnes le ballon à Lamar puis il te fait gagner la game. Dans le fond, c'était ça. Ah ouais. Ils ont été 3 quarts à ne pas faire ça, puis là, il va être 3 jours au moins sans emploi à cause de ça. Voilà. En tout cas, c'est complètement loufoque. On s'écarte beaucoup, mais c'est très bon. En tout cas, j'en ai parlé, on va en reparler tantôt. Mais... On va en reparler juste pour vous donner une idée, Julien. Là, selon ChatGPT, en 2025, les field goals entre 40 et 49 verges, 86% de réussite cette année dans la NFL. Puis ça, tu rajoutes 49 verges. Oui, entre 40 et 49. J'arrive pas à une statistique précise de 44, fait qu'il me donne un range. Il y a 2 enjeux là-dedans aussi. La météo a joué un impact. L'endroit aussi. Terrain ouvert. Il y a du vent. Tu es à Pittsburgh où est-ce que c'est plus ouvert? Tu es sur le bord de 2 rivières. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de vent au match. Il n'y avait pas de vent. Il faisait froid. Les conditions faisaient froid. Non, il y a quand même un courant d'air dans le stade. Il a été conçu comme pour ça. Il y a quand même un courant d'air dans le stade. Tu n'es pas au bon endroit. Dans ce sens-là, il y a beaucoup plus de beauté durant la nuit qui sont manquées par les équipes. Puis c'est fou parce que la température était tellement intense que quand le beauté a été fait, il y a des trucs qui sont apparus. De quoi tu parles? Il y a des trucs qui sont apparus pendant que le gars il kickait. Ah, c'est bon. Bon gars. C'est très bon, ça. Pour les visuels. Le pire, c'est qu'il aurait pu avoir un Harbaugh Fire, même s'il avait été réussi. Ouais, dedans. Il n'y aurait pas un Tomlin and Harbaugh Fire. Là, on voit dans le fond, les poteaux jaunes là, pour le placement. Puis entre les 2 poteaux, on voit Tomlin Fire. À gauche et à droite, on voit Harbaugh Fire. Mais quand même, regarde, peu importe. Ça s'est joué un botté, puis l'histoire a fait que les Steelers l'emportent. La meilleure équipe de la division va en éliminatoire. Ils ont eu 10 victoires. Losé, combien de victoires, les Steelers? Ça, je pense que dans toute la saison, c'est le plus gros Black Swan. Ouais. Il y en a eu. Non, mais il y a eu des remontées spectaculaires, il y a eu des affaires impossibles qui sont arrivées, mais ça défie absolument toutes les lois écoute, c'est... Saison historique. Newton, il doit se revirer dans sa tombe. Là. Ça les vient de NFL tout contrebalancer. Stats sont sur le cul. Là. Il va falloir qu'ils revoient leur système à cause de ça. Sérieusement, là, je ne sais plus. Est-ce que l'année prochaine, ils ont 0 ou 17 victoires? Je suis tout mêlé. Assez flâné. Là. On va parler du segment à rafale. Il y a beaucoup de matchs qui ne voulaient rien dire. Beaucoup de starters qui ont été reposés. Des no-names qui ont joué que j'ai aucune idée qui était QB dans la NFL. Des noms que je ne me rappellerai jamais parce qu'on n'en reparlera plus. Mais il y a eu des matchs quand même importants. Marc-André, fais-nous un petit topo de la semaine 18. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton segment à rafale? Yes, sir. Fait que on commence justement par le match de samedi entre les Bucks et les Panthers. Les Bucks qui l'emportent 16-14. À ce moment-là, étaient très heureux de gagner ce match-là, mais il y avait quand même besoin d'une défaite des Buccaneers le dimanche qui n'est pas arrivée. Défaite des Falcons. J'ai dit victoire, je m'excuse, il y avait besoin d'une défaite des Buccaneers. Non, il y avait besoin d'une défaite des Falcons, je suis désolé. Mais oui, c'est ça, le dimanche qui n'est pas arrivé. Moi, je vous avoue que je suis très, 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 très étonné qu'en date de jeudi matin, Todd Bowles ait encore son emploi. Je sais qu'ils ont fire un coordonnateur, offensif. Au moins, ils ont fire l'offensif. Ça, je comprends. Combien de fois qu'on a parlé que la gestion du cadran, mais au bout de la ligne, ça devrait être le head coach qui fait sa job. Que ce soit pas fait encore, c'est hallucinant, mais au moins le OC est parti. Ça pourrait changer. Des fois, on se dit qu'il est en sécurité, puis quelques jours plus tard, un peu comme Mike McDaniel qui s'est fait dire qu'il va rester 3 jours après. Le GM, pas le GM, le propriétaire, puis se fait mettre dehors. Fait que, des fois, on se fait dire quelque chose, mais ça peut changer encore. Mais tu sais, moi, ça reste que pour vrai, cette année, oui, il y a eu des décisions sur le jeu qui ont été mauvaises, mais Todd Bowles a été excessivement mauvais en conférence d'après-match. Il a envoyé son équipe en dessous du boss. Genre, 1 semaine ou 2 avant la fin de la saison, il a dit pourquoi notre équipe est poche. Il a dit « We need to play better at QB position ». Genre, t'envoies Baker Mayfield en dessous du boss quand c'est lui qui t'a permis d'avoir 8 victoires après genre 9 matchs. Comme, je comprends pas que ce gars-là a encore un job, mais bon, rendu là, tant pis pour eux autres. Les Seahawks, dans le match qui déterminait qui terminait premier dans la NFC, ont complètement éteint l'attaque des 49ers. Je vous avoue que cette performance-là défensive des Seahawks m'a beaucoup impressionné. Fun fact aussi, je l'ai envoyé dans la conversation. C'est ça parce que la meilleure arme à l'attaque, à part Brock Purdy, c'est Christian McCaffrey.
pour les 49ers. Ouais. Les Seahawks sont la meilleure défensive contre le jeu au sol, mais de loin dans la NFL. Ils sont de loin les meilleurs, puis ils ont tellement un gros gap par rapport aux statistiques entre la première place et la deuxième place que ce gros gap-là, c'est pas vu depuis 1991. C'est fou. Ça veut dire qu'ils dominent vraiment contre le jeu au sol. Fait que si toi, ton identité, c'est le jeu au sol, puis tu affrontes les Seahawks, c'est vraiment mal parti. Puis les 49ers, c'est le jeu au sol qui ouvre le reste aussi. Puis Brock Purdy, je l'adore comme corps, mais quand ton jeu au sol ne fonctionne pas, puis quand Christian McCaffrey ne peut pas se mettre en marche, il se passe des choses. Puis ils ont tellement joué dans la tête que même par la passe, il y a eu un mauvais catch. Puis les Seahawks ont intercepté dans le fond, dans la red zone, proche de la zone de but. Fait qu'il y a eu ces petits jeux-là qui ont fait de la différence, mais 13-3, vraiment impressionnant pour les Seahawks qui consolident la première place. En fait, vraiment impressionnant pour la défensive des Seahawks. Je vous avoue que je demeure avec des question marks sur l'attaque des Seahawks et Sam Darnold. Tout dépendamment qui ils affrontent en playoff, je ne suis pas certain que c'est l'équipe qui va représenter la NFC au Super Bowl, malgré leur défensive qui est extraordinaire. Si c'est serré, où ils sont en avance, ça va, mais revenir de l'arrière par 2 possessions, je ne vois pas les Seahawks faire ça en éliminatoire. C'est là que, comme je t'ai dit, pour l'attaque, ça va être difficile de faire des remontées, mais s'ils peuvent rester serrés, puis rester à ne serait-ce qu'à soit en retard d'une possession, tout est possible pour les Seahawks. Mais c'est vrai que l'attaque n'est pas toujours dynamique. Ils ont des jeux explosifs, ils ont le potentiel. Mais c'est plus une attaque méthodique avec les 2 bons running backs qui se partagent très bien ça. Avec un excellent wide receiver qui devrait peut-être être dans le top 2 aussi pour le Offensive Player of the Year. Excellente saison pour Smith Njigba. Fait que dans le fond, ça peut être encourageant pour les Seahawks d'avoir un receveur élite comme ça. Mais c'est vrai que l'attaque, j'ai des question marks pour les éliminatoires. Des gros question marks. Puis tu sais, moi j'avais soulevé mes doutes un peu sur Darnold. Pas sur sa saison, parce que très bonne saison, mais sur de la manière qu'il jouait récemment. Tu sais, tu veux que ton équipe pique au bon moment, mais là, l'attaque, tu sais, la défensive est stérile, c'est parfait, tu sais. Mais l'attaque, elle pique pas au bon moment, puis veut pas. Oui, le running game va bien. Par contre, ça reste que c'est pas 2 RB top 5 dans la ligue. T'sais, tu peux pas toujours rely sur des gars qui sont bons, capables de faire la job, mais tu as besoin de ton QB, tu as besoin de l'attaque aérienne. Puis Darnold a 8 touchdowns dans ses 8 derniers matchs. C'est vraiment pas assez. Là, tu vas affronter des bonnes équipes à chaque semaine. Oui, tu as gagné le number 1 seed. Ça, c'est super important, mais par contre, ça va prendre plus qu'une passe de toucher en moyenne du corps arrière. Moi, c'est clair, j'ai beaucoup de doutes sur cette équipe-là juste à cause de ça. C'est pas nécessairement Darnold. Je pense que c'est un... Tu sais, parce que là, JSN, oui, une saison pas loin d'être historique, mais on va s'entendre que sa deuxième portion de l'année, ses stats vont un peu avec Darnold. Ça n'a rien à voir avec les 12 premières semaines de la saison. Il était en pace pour 1900 verges, il vient avec 1700 quelques. C'est énorme, 1700 verges. Oui, ben c'est ça. Mais 200 sur le gros des verges, c'est un gros pourcentage. Exactement. Fait que, tu sais, il y a une grosse diminution de la production à l'attaque par la passe. Fait que ça a été avec des ajustements. Puis là, tu vas affronter probablement des bonnes défensives, dépendamment contre qui tu joues. Mais tu sais, admettons, peu importe qui passe, si Green Bay gagne, tu vas affronter Green Bay. Si Niners gagne, tu vas affronter Niners. Sinon, les Rams, peu importe, ça va être une bonne défensive que tu vas affronter. Fait que tu vas avoir besoin de cette attaque-là à un certain point. Parce que c'est toutes des équipes, sauf peut-être un peu Green Bay, dépendamment des games, qui est capable de mettre beaucoup de points au tableau. Fait que ta défensive, elle va être surtaxée. Tu peux pas tout demander à ta défensive. Puis non, tu peux pas aussi de tout demander à ton duo de running back, même s'ils sont bons, ça reste que c'est pas des Christian McCaffrey. Absolument. C'est effectivement qu'un bon point. Absolument. On continue avec les matchs du dimanche. Justement, le match qui était important dimanche, Saints-Falcons, les Falcons qui l'ont emporté 19-17. Malgré tout, les Falcons congédient leur GM et leur coach après ce match-là. Arrivent quand même à égalité au sommet de cette division-là. 3 équipes à 8-9. Je pense quand même que Julien, on s'en est parlé au téléphone tantôt. Moi, je pense que les Falcons, je sais que Losé, toi, t'as quand même un peu d'amour pour Phoenix, là, mais moi, je pense quand même que si les Falcons startent Kirk Cousins dès la semaine 1, ils finissent au moins avec une victoire de plus, puis c'est eux qui passent dans cette division-là. Pour cette année, je suis d'accord. Puis, par contre, moi, je pensais ça l'année passée aussi.
J'ai toujours apprécié beaucoup Kirk Cousins. Mais on a vu l'année passée que son épaule était vraiment finie. Fait que c'est totalement logique qu'il ait commencé avec Phoenix. Là, Cousins, ce qu'il a fait en fin de saison, c'est vraiment plus qu'anticipé. Puis moi qui ai toujours aimé ce gars-là, je m'attendais vraiment pas qu'il soit capable de mettre des statistiques comme ça puis des performances comme ça. Peut-être que son épaule est mieux qu'un Tev là 1 an. Parce que, tu sais, le but, c'était de starter Cousins l'année passée, d'y aller Cousins pendant au moins 2 ans, comme Jordan Love a fait en arrière de Aaron Rodgers à Green Bay. Tu sais, le plan après la sélection de Michael Penix, c'était pas qu'il start dès l'année 1. Dès l'année 1, exactement. Ouais. Les Browns qui l'emportent 20-18, Myles Garrett qui brise le record de sacs en une saison. Et comme récompense, Kevin Stefanski se fait fire après le match. Et Zach Taylor, lui, garde son poste malgré tout, malgré une autre saison décevante chez les Bengals. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ce gars-là se fasse fire. Ça fait plusieurs années qu'il y a des rumeurs qu'il ne reviendra pas, mais finalement, il finit tout le temps par c'est un mauvais roster, les Bengals. C'est pas seulement qu'ils sont mal coachés. Je pense pas qu'ils perdent parce qu'ils sont mal coachés. Non, mais c'est peut-être le GM qu'il faudrait qu'il soit fire dans ce cas-là. Mais je veux dire, le coach en tant que tel contre les Bengals, les Browns, il y a eu de l'ingérence, il y a eu l'entraîneur-chef qui s'est dit je veux pas Sanders, je veux pas Watson, il s'est mis à dos le GM, il s'est mis à dos le owner. Il y avait des jeux loufoques où est-ce que Sanders est red hot, puis il l'enlève pour un jeu de 2 points, pour un converti de 2 points, alors que c'est lui qui t'a amené faire le toucher. Il sentait qu'il l'aimait pas. Regarde, si c'est nos joueurs, puis toi tu les aimes vraiment pas, ben tu fais plus partie du portrait. Il va être bon ailleurs. S'il n'est pas bon ailleurs, on va se questionner pour le prix, on en parlait d'entraîneur-chef de l'année, parce que lui, il a gagné 2 fois en 5 ans. Puis, est-tu vraiment meilleur que bien d'autres entraîneurs-chefs? J'ai hâte de voir, il va faire quoi avec un autre roster ailleurs. Absolument. Pour voir s'il va vraiment thrive ou si c'est un peu un autre one and done. Puis, il va être coordonnateur, mais pas être coach. Fait que j'ai hâte de voir le futur pour ce gars-là. Il va aller où? Et ça va donner quoi dans sa prochaine équipe? Je suis très curieux de voir ça. Vraiment. Yes, les Texans qui l'emportent 38-30 contre les Colts. Les Texans ont encore une chance de terminer premier dans leur division. Ça dépendait du résultat des Jaguars qui ont éclaté les Titans 41-7. Mais ça reste que les Colts ont joué leur corps arrière recru. Il y a quand même eu des très beaux flashs dans ce match-là. Donc, les Texans et les Jaguars qui gagnent les 2 parties pour les éliminatoires. Et c'est les Jaguars qui terminent premiers dans leur division. Les Vikings qui battent les Packers, qui jouent à leur 3e carrière. Je me souviens même plus de son nom. Tu parlais de joueurs insignifiants qui ne joueront plus dans la NFL. Ce gars-là en est un. C'était pas beau. C'était pas beau à voir. Il me semble que c'était Toon. Toon, en tout cas, quelque chose de même, là, mais... C'était tout qu'on verra de lui. Je suis pas tourné sur ce match-là très longtemps. C'était C-Tun. Ben, c'est une game qu'on se rappellera pas. L'osé, t'as la meilleure black poche. Mais lui, il va s'en rappeler parce que ça va être son seul start dans la NFL. Ouais, absolument. Oh, non, les Giants dans 4 ans, genre, il va starter pour les Titans, puis on va dire ah, c'est qui lui? Il a starté une game pour les Packers. Ouais, c'est ça. Les Giants, pour les Jets, peut-être. Peut-être pour les Jets. Ça peut pas être pire que Justin Fields. Les Giants qui l'emportent 34-17, on pensait que les Giants allaient tanker pour le first pick, mais finalement battent leurs rivaux de division des Cowboys. Jerry Jones annonce qu'il veut se retirer en tant que GM le jour où c'est lui qui aura le plus de Super Bowl dans l'histoire de la NFL. Tu vas mourir avant de te retirer, Jerry Jones. C'est ça. Dans le fond, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça veut dire. Jamais. C'est ça. Les Bills qui éclatent les Jets 35-8. Rien de plus à dire de ce match-là. Il y a même benché Josh Allen. Les Lions qui battent les... Ils n'ont pas benché pour le premier jeu, par contre. Hein? Ah ouais, non, c'est ça. Hey, je peux-tu faire une mini parenthèse? Ben oui. Tu sais, t'as les Bills qui benchent Josh Allen, mais qui gagnent 40 à quelque chose. Mais t'as les Chiefs que dès que Mahomes n'a pas été là, sont pas capables de rien faire. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, les comparaisons. C'est ça, Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Losé? Ben, le roster. Le roster est pas du tout. Ben oui. T'es capable de lire entre les lignes. Moi, je lis entre les lignes, mais je veux aussi que tu sois clair pour les auditeurs qui n'écoutent pas entre tes oreilles. Ben non, j'ai des années-lumière en avant de Josh Allen. C'est définitivement. J'ai aucun argument contre toi. Au contraire, je pense la même chose que toi. Non, ben, on a eu la preuve cette semaine. Ils ont genre gagné 40 à 0 là, sans Allen. Puis on peut pas dire que les Bills jouaient contre un adversaire vraiment moins fort que les Chiefs. Les Chiefs jouaient contre les Raiders. Là. Fait que, c'est ça, exactement. Ouais. Les Lions qui l'emportent 19-16 contre les Bears et confirment un flip complet de cette division-là.
Donc, l'année passée, les Lions ont fini premier. Cette année, finissent 4e. Les Bears, l'inverse, ont fini 4e, finissent premier. Les Vikings ont fini 2e l'année passée, finissent 3e. Et les Packers de 3-2. Donc, un flip complet dans cette division-là. Cocasse. C'est quand même. Cocasse quand même. Ouais. Les Broncos l'emportent 19-3 contre les Chargers. Un match défensif met du même coup leur première position dans la AFC. Encore une fois, l'attaque est tout sauf extraordinaire. Je trouve qu'on se ramasse avec 2 first seeds cette année avec un peu les mêmes enjeux. Une excellente défensive, mais des attaques avec des gros question marks qui ont eu des beaux flashs. Mais si on regarde le big picture, c'est pas des équipes que tu fais comme oh my god, il y a une attaque comme c'est dévastateur. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en éliminatoire pour ces deux équipes-là. Les Rams qui l'emportent 37-20 contre les Cardinals. Les Rams qui voulaient sécuriser la 5e place pour affronter soit les Panthers, soit les Bucks au premier tour. C'est important de faire ça pour se donner un match-up un petit peu plus facile. On dit facile, c'est jamais facile en NFL, mais quand même, ça reste que c'est plus facile d'affronter Panthers ou Bucks que d'affronter les Eagles ou les Bears. Ouais. On le disait, les Raiders qui battent les Chiefs 111, 14-12. J'ai oublié de dire que Gannon a été fire par les Cars après ce match-là. Bonne affaire. Qui est venu ici en autobus? Qui a pris sa voiture? Son discours, là, le 2 ans, moi et Marc, on l'a blasté un peu. Captain Motivation. C'était le pire discours de motivation d'entrée en scène d'entraîneur-chef. C'est l'affaire la plus gênante au monde. Ok, mais what the fuck, c'est qui ça? C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Attends, je l'ai dessus. Attends, donnez-moi 2 secondes. Je pense que je vais le trouver. Je vais vous le mettre. Ça vaut la peine. C'est gênant à entendre. Attendez, je l'ai ici, là. Tu l'as envoyé en plus, Julien, cette semaine. Ben, je pense que peut-être qu'on peut l'entendre, mais pas le voir. Ou si c'est sur Facebook, peut-être qu'on peut. Ah, ouais, je sais pas, hein. Pour les droits d'auteur, on va se faire flaguer, là. Dans le temps, de toute façon, on n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé, fait qu'on... Pas payé, ouais, vas-y, Marc. Attends. Ce segment-là, c'est drôle, triste en même temps, là. Who drove over here? Quick, let me see your hands. Who took the bus? You have fire in your gut? Did you? We're here for a reason. Don't get that twisted. Okay? We're here for a reason to win games. So if you didn't have that fire in your gut, you better light the fire pretty fast. Welcome back. Who drove over here? Fait que voilà, c'était... J'ai failli m'endormir. Sérieusement. Ça, c'est sa première année. Là. C'est genre son discours en début de saison, genre pour essayer de fire up ces gars. C'est débile. Là. James Conner, un de ses studs, un des vétérans qui le regarde, genre de c'est lui mon nouvel entraîneur-chef. Il fait aucun oui de la tête, il cligne des yeux d'un air désespéré. C'est incroyable. Vas-y, Marc, continue avec ton segment rafale. Voilà, donc un petit peu cocasse. Les Raiders qui l'emportent 14-12 contre les Chiefs, 111. Travis Kelce hésite entre la retraite et un retour. On verra ce que ça va donner. Mais les Raiders qui sécurisent malgré tout le premier pick et congédient Pete Carroll, on l'avait dit à quelques reprises cette année, qui était dépassé. Ça sera fort probablement son dernier contrat. Comme entraîneur-chef de la NFL, il pourra se retirer avec une belle carrière avec les Seahawks, mais malgré tout, sera connu pour le gars qui a perdu un Super Bowl et le gars qui a rien fait avec les Raiders. C'est triste, mais ça reste que c'est quand même ça. Non, le gars qui a lancé le ballon au lieu de courir. Exactement, c'est ça, qui a perdu un Super Bowl. Le gars qui aurait dû courir avec Marshawn Lynch, mais qui a passé le ballon puis il a perdu à cause de ça. Clairement, mauvaise décision de coaching. Absolument. Les Commanders qui battent les Eagles, qui ont reposé leur starter. Encore une fois, Nick Sirianni passe un peu pour un jambon parce qu'il aurait pas laissé le numéro 2. Repose ses starters au lieu de les jouer. Décision controversée. Sans dessin. Vous savez qu'ici, à l'Assistant Coach Podcast, on a beaucoup d'amour pour les Eagles. Je suis désolé, là. En plus, j'étais supposé sacrer en anglais aujourd'hui, mais mais... on n'est pas payé, Steve. On peut bien me censurer, tabarnak. Et pour vrai, ça reste que perdre contre les Commanders. Là, c'est un peu... Patriots, Dolphins aussi. Ah, j'ai oublié, ben oui, je m'excuse, j'étais tellement prêt à donner du hate sur les Eagles que j'ai passé par-dessus les Pats qui ont battu les Dolphins 38-10. Les Dolphins, ça a pris quelques jours, congédie Mike McDaniels après ce match-là. Une autre bonne affaire. Bonne affaire aussi. Ouais. On verra ce qui va arriver. Il me semble aller le voir coacher dans le fret avec ses pantalons 3/4. Là. En train de vaper. Junior, mon collègue, aujourd'hui, on discutait, puis il dit qu'est-ce que t'en penses? John Harbaugh qui s'en va à Miami, puis il amène Lamar avec lui.
Ouais, mais Lamar l'amour avec Lamar et John Harbaugh, elle n'existe plus. Ouais, non, c'est ça, je pense c'est que une couple d'années que ça a c'est été brisé. Dans les Ouais, contrats, ouais. là, il y a 2 ans, c'était quand même tendu. Ouais, non, mais écoute, t'as un superstar, two times MVP. Ah ouais. T'as le match de la saison on the line, puis il reste 10 minutes au 4e quart, puis il a lancé combien de ballons? 10. Lausanne, Puis là, qu'est-ce qui arrive? 8 passes plus tard, ils ont scoré 20 points au 4e quart. Ils tentaient pas de donner le ballon. Hein. Mais Lausanne, j'ai une question vraiment honnête pour toi. C'est pas pour te piéger, parce que juste sur Internet, au lieu de te le partager, je veux voir à brûle pour point ton opinion. Ouais. Parce que John Harbaugh, il y en a qui disent que c'est un peu un scapegoat parce qu'avant Lamar, il était 8-4 gagnant du Super Bowl. Puis depuis Lamar, en éliminatoire, il est 3-6 seulement. Il y en a qui disent que c'est pas nécessairement John Harbaugh, mais c'est plus peut-être Lamar qui est à blâmer pour les insuccès. Toi, tu penses quoi d'un statement de cette façon-là? Moi, écoute, le hate sur Lamar, il est là depuis qu'il est dans la ligue. Fait que ça, c'est super facile que le monde prenne, il donne le scapegoat devient Lamar. Ça, c'est depuis le début qu'il est dans la ligue. Mais moi, c'est même pas ça. John Harbaugh, moi, j'ai toujours été un fan des Ravens. J'adore les Ravens depuis que je regarde le football. Puis j'ai jamais eu de problème avec ce coach-là. Il a toujours été un bon coach. Mais ça fait 18 ans qu'il est là. Là, c'est trop. Cette année, combien de fois dans le podcast, j'ai dit John Harbaugh, ça n'a plus de bon sens. Son 100%. Coaching, sa manière de gérer le clock, sa manière de gérer ses effectifs. Tu sais, l'autre fois, Derrick Henry en feu complètement dans une game, il faut que tu gagnes. Là, il bench pendant deux drives de suite, perdre le match. Là, whoop l'inverse. OK, Henry avait un bon match, mais il ne scorait pas. Il y avait 10 points rendus au 4e quart. Ouais. Mais c'est qui ton meilleur joueur? C'est pas Derrick Henry, c'est Lamar ton meilleur joueur. C'est lui qui se paye 60 millions. Il a lancé 10 ballons. Rodgers... 18. Non, mais au moment, il restait 10 minutes. C'était 13-10 Pittsburgh. Il y avait 10 passes tentées. Rodgers en avait 37. Le gars qui est plus capable de marcher en chaise roulante, il a lancé 37 ballons dans le game. Puis ton King, qui est probable minimum un top 3, peut-être même le meilleur corps arrière dans la ligue, il a lancé 10 ballons dans le match, il faut que tu gagnes. Comment tu peux expliquer ça après? Puis là, même si tu vas dire, mais là, Derrick Henry, une bonne game, fait qu'on courait. Ouais, ils sont où les points? T'as beau avoir couru, il a beau avoir ramassé 100 toutes verges. S'il ramasse 100 quelques verges, puis il a couru 40, au début avec... Mais Lausanne, il a couru au début avec sa course explosive, puis depuis, c'était mort. Là. Mais c'est ça. La ligue, le front défensif, les Steelers sont ajustés, heureusement. Ils ont mis un front défensif à 5. Cam Hayward a été exceptionnel pour tout bloquer, course dans le milieu. Il a connu un match de feu à 36 ans. Il était vraiment général à la défensive. Fait que, tu sais, là, utilise Lamar. T'as vraiment pas besoin de me convaincre, moi, parce qu'on regardait le match, puis j'en ai parlé avec Marco. C'est plate qu'il soit pas là à soir. On en parlait pendant le match. Tu sais, Marco, il a un peu un love-hate relationship avec Lamar. Tu sais, il l'a pris cette année dans bien des fantasy, il est en crise parce que là, il y a une mauvaise année. Puis là, il était comme, Lamar, il a 60 verges, il reste un quart. J'étais comme, ouais, mais qu'est-ce qu'il lance pas le ballon? Ouais, là, qu'est-ce qui arrive? Il décide de donner le ballon à Lamar, puis courir, parce que là, tu as besoin des points, parce que Steelers, ils répondaient avec des touchdowns. Qu'est-ce que Lamar a fait? Touchdown, puis il a drivé le terrain, il aurait dû gagner. C'est en ça. fait, il a fait ce qu'il fallait pour gagner le match, puis il a perdu. Je vais aller plus spécifique, OK? L'affaire qui était exceptionnelle de Lamar, c'est qu'il y a eu un jeu, le premier, en fait, la deuxième passe de toucher. Il a bloqué 2 sacs. Il était supposé se faire saquer 2 fois. Le jeu des Steelers avait été fait parce que techniquement, Zay Flowers, il est couvert par un linebacker. C'est Patrick Queen. Il n'est pas supposé le couvrir jusqu'à la fin du terrain. C'est pas un DB ou un safety, ce gars-là. Non, c'est ça, exactement. Le jeu était planifié pour mourir court. Fait que lui, il peut Jalen Ramsey, être là quelques secondes. Jalen Ramsey était out parce qu'il y avait une blessure. Il est revenu plus tard dans le match, mais à ce moment-là, Jalen Ramsey était out à cause d'une blessure. Mais le jeu s'est rendu à la pression. Ce jeu-là aurait dû être un sac plaqué pour 2 sacs même. Puis, deux gars sont rendus. Il y a Ice Smith qui avait un match extraordinaire, qui a un broto de la hanche de Lamar. Puis il échappe à la pression. C'était juste incroyable. Gros jeu pour sortir de la pression. Il garde son calme, puis il lance à Zay Flowers, grosse bombe pour un toucher. Jeu exceptionnel de Lamar. Moi, à brûle pour point, m'a dit exactement cette réponse-là. Moi, je capote sur Lamar. Tout le monde le sait, je l'ai dit depuis le podcast numéro 1. J'ai mes 2 joueurs préférés, Mahomes, Lamar, c'est connu. Par contre, j'essaie le plus d'être objectif possible. Puis c'est vrai qu'en série, il y a des moins bonnes stats, surtout du côté des turnovers. C'est même pas les interceptions qui me dérangent de lui en série, c'est les fumbles. Quand il essaie justement de pas, il accepte pas de se faire saquer, puis au pire tu dégages ou peu importe. Puis là, il essaie de sortir miraculeusement comme il a fait dimanche contre Pittsburgh.
Mais l'affaire, c'est que, OK, ils sont 3-6, whatever, depuis qu'il est là. Mais si tu regardes ces 3 dernières grosses défaites en playoff, ça a été. Ben, mettons, tu comptes celle-là comme un match de playoff parce que tu continues ou t'arrêtes. OK. Il y a eu le match contre Casey, first. Tout le monde perd contre Casey. Il y a eu le match contre Casey que Zay Flowers, il fumble le ballon à la ligne d'une verge. Fait que là, le touchdown, il est fait. Là. T'es rendu. C'est ça, Zay Flowers décide de sauter à l'horizontale au lieu de juste continuer puis toute l'équipe. Il allonge les bras, il fumble le ballon, ils perdent comme ça. T'as le match l'année passée contre les Bills que, tu sais, tout le monde va Josh Allen. Josh Allen, il a eu 2 fois la chance contre Casey avec 1 minute et demie et plus à faire avec des timeouts de monter le terrain puis gagner le match. Il ne l'a pas fait les 2 fois contre Casey. C'est correct, il a perdu contre Casey. Tout le monde perd contre Casey. Lamar, l'année passée contre Buffalo, il restait 1 minute 10 au cadran quand il n'avait pas le choix de faire un touchdown. Il perdait par 8. Il l'a monté le terrain puis il l'a fait le touchdown. Il a fait le touchdown puis le 2-point conversion. T'as beau le regarder de toutes les manières tu peux. La passe, c'est un numéro là, à ton receveur qui est mettons, ton arme la plus safe. Là, au bout de la ligne, il aurait peut-être perdu en overtime. Personne ne le sait, ça. Mais Lamar a fait la job. Lamar, il a donné le touchdown à Flowers qui a fumble, puis Lamar il a donné le 2 points à Andrews qui a échappé le ballon. Puis là, ben, Lamar, il a donné la victoire aux Ravens que Loop qui a juste manqué le kick. Fait que, c'est ça. Mais Lozé, à ta défense, Lamar a eu un match exceptionnel, mais ce qui a vraiment sauvé les Ravens, c'était l'excellent retour de punt qu'ils ont amené. Le début de la séquence, c'était il y a 50 au lieu de 25. Le gars attrape sa ligne de 20, puis au lieu de juste courir 5 verges, il fait un énorme retour. La séquence commence à 5, mais malgré tout, il a fait un jeu exceptionnel. Une passe vraiment précise à Likely parce qu'en 4e et 7. Fait que si cette passe-là ne réussit pas, ils perdent le match, c'est turnover. Le catch était super bon, mais la passe était dure à faire. Oui, parce qu'il était par-dessus un défenseur, il avait bien lobé, bien placé. Le coverage était bon en défensive. Il n'était pas tout seul, Likely. Il a mis le ballon où seul son receveur était capable d'aller le chercher. Fait que, il était bien placé. Fait au bout de la ligne, oui, c'est vrai que Lamar a perdu des matchs, puis oui, c'est vrai que ses performances en playoff ne sont pas les mêmes qu'en saison. Mais si tu regardes objectivement ces défaites-là de la manière que c'est arrivé, contre Casey aurait pu facilement gagner, contre Buffalo aurait pu facilement gagner, puis cette semaine aurait pu facilement gagner. Si tu mets 3 victoires, il tombe avec une fiche en haut de 500 en playoff, c'est plus la même game. Puis là, il n'y a plus l'air du même Lamar, tu sais. Puis ça, la NFL, ben, le football, là, c'est le ultimate team sport parce que tu as 53 joueurs pour une équipe. Fait que c'est pas vrai que, oui, un joueur va avoir un énorme impact sur une game, mais c'est pas un joueur qui va tout faire pour les 52 autres non plus. Oui, ben c'est ça. Puis c'est important d'avoir un. Puis Lamar, historiquement, il y a du hate sur lui. Le monde n'a jamais accepté le fait qu'il est devenu le passeur qu'il est devenu parce qu'en rentrant dans la ligue, il courait beaucoup. Puis, tu sais, c'est facile de critiquer Lamar. Ouais. Puis le monde s'en sert. Je te coupe un peu juste parce que le point important, c'est que oui, c'est un bon passeur, mais il est tellement efficace, il ne lance pas d'interception. Tu regardes l'an passé, il en lance 4, c'est des jeux exceptionnels ou des. Ben, 3 des 4, c'est des gars c'est des receveurs qui prendre le ballon. Ouais, c'est des receveurs, ça. Fait que c'est même pas lui qui devrait être crédité de l'interception. Fait que non seulement il passe extrêmement bien, mais surtout il protège énormément bien le ballon par la passe. Ouais, c'est ça. Moi, c'est fumble qui me. Fait que tu sais, le match l'année passée contre Buffalo, il y a eu des turnovers, mais Buffalo, on en a parlé toute l'année. Leur défensive n'est pas extraordinaire, mais elle crée des turnovers. Il crée ces moments-là dans un match. Mais malgré ces turnovers qu'il y a eu, puis malgré le fumble que Andrews a fait dans une situation où il était déjà en position de placement, fait que tu enlèves un 3 points à leur score minimum, parce que Tucker, il n'aurait pas manqué comme loop, ben là. Il aurait été détendu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Très détendu. Voilà. Très détendu, là. Mais. Fait que, malgré les turnovers qu'il y a eu l'année passée, malgré le fumble de Andrews, c'est son fumble à lui, l'interception, il a quand même ramené le match à portée de main, puis il a fait la passe pour. Fait que, c'est facile de dire ben Lamar a lancé 2 interceptions, c'est lui encore qui a fait perdre l'équipe. Mais au bout de la ligne, si tu regardes le match, il a battle back. C'est ça que tu veux d'un gars. Est-ce que tu t'écroules quand tu fais des erreurs ou tu reviens fort, tu sais? Merci Lozé de ton analyse parce que tu marques un point. Il est extrêmement bon, il trouve des solutions, puis il est vraiment dangereux en fin de match. Puis c'est un peu comme le reste de l'équipe qui peut-être ne suit pas son momentum qui amène parce qu'il est exceptionnel quand ça compte.
Puis il l'a été d'ailleurs. C'est juste plate parce que ça contredit ta stats de aucune défaite à partir de la semaine 15. Là. Ouais, c'est Je suis un peu déçu pour toi. Là. Ouais. Mais puis en même temps, ça crée un moment historique où les Steelers sont 10-7 au lieu de 9-8. Ouais, ben, tu vois, c'est ça. C'est le plus gros Black Swan. Je te l'ai dit. C'est hallucinant. Maintenant, passons à la chose la plus importante. Qui a gagné les prédictions saison, Marc-André, avec nos prédictions, dans le fond, là, de défaites et de victoires? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous. Ça a été très chaud, sauf pour toi, Julien. En fait, ça allait déjà depuis 3 semaines. Là. Dans cette dernière semaine-là, Lozé et Marco, vous vous êtes partagé la victoire avec une fiche de 10-6. On avait les mêmes. On n'avait pas les mêmes, nous deux? Non. Non, comme mettons ici Casey, Las Vegas, et toi, Chicago, c'était les deux que vous n'aviez pas de pareil. Moi, j'ai fini avec 9-7, Julien à 6-10 et, roulement de tambour, c'est Marco qui remporte la victoire cette année. Bravo, une victoire devant moi et une autre devant Lozé. Donc, Lozé, Marco, puis moi, on était très, 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 très proches. Et Julien a été largué depuis longtemps. Bouh, Marc-André, c'est à cause de toi. Ah, mais Julien, c'est parce qu'il a manqué un podcast. Un moment donné, il était malade. Il y a une semaine, il n'a pas fait de choix. C'est pour ça qu'il est aussi loin. Ouais, c'est ça. Il n'a pas pu avoir de bonnes réponses cette semaine-là. Tu vois, je te défends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas fait ça. Ça n'est pas arrivé. Non. Mais non, c'est bien correct. C'est de bonne guerre. De toute façon, avoir su que Green Bay allait faire reposer tout le monde, j'aurais pas pris Green Bay. C'est surtout, je vais faire jouer le QB deep. Là, je suis déçu. Mais dans le fond, c'est ça qui se passe dans la NFL. Hein, Casey qui perd contre les Raiders. Ah, ça, c'est inacceptable. Là, maintenant, passons vite au prochain segment. Yes! Marc-André. Dans le fond, là, tu pourrais préparer un petit segment là, de nous tous les coachs qui ont été congédiés. On en a parlé un petit peu, mais tu avais préparé une petite liste de tous ceux. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans la NFL. Donc, qui a perdu son poste rapidement? On a beaucoup parlé, on n'en parlera pas trop. Tu sais, John Harbaugh, Mike McDaniels. Mais donne-nous le portrait global à ce jour. Là, qui a perdu sa job dans la NFL? Je l'ai juste ici. Donc, on y va un peu en ordre chronologique. Donc, aujourd'hui, les Buccaneers ont congédié. Tu vois, j'avais manqué le Special Team Coordinator aussi. Ils ont congédié leur coordinateur offensif et leur coordinateur des unités spéciales. Les Buccaneers, j'avais manqué les unités spéciales. Du côté de Miami, Mike McDaniels, Chobay, Baltimore, John Harbaugh aussi. Chobay, du côté de Détroit, on a congédié le coordonnateur offensif. C'est sûr qu'il a succédé à Ben Johnson. Mais tu vois, ça, j'ai un peu plus de misère avec ça. Ils ont genre fini top 2, top 3 d'un point dans l'année. T'as raison. Ouais, mais ça, c'est le head coach qui a repris le play calling offensif parce que ça se passait mal pour John Morton. Fait que c'était un peu à prévoir qu'ils l'ont gardé jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que c'est un secret de polichinelle qu'on le garde, là, mais ça ne marche pas. Là. Peut-être. Si Dan Campbell ne reprend pas les rênes, c'est lui jusqu'à la fin, est-ce que ça paraît encore bien ou mal? On ne sait pas. Ouais. Donc, à Washington, ici, on a juste le defensive coordinator, mais je ne sais pas pourquoi, mais ils ont aussi congédié leur offensive coordinator. Là, ils ont aussi congédié Cliff Kingsbury aussi. Ouais. Les Commanders, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas ici sur le site de la NFL, mais il me semble que j'ai vu ça passer, là, à moins que je sois débile. Là, oui, mais tu as raison, il était congédié. Du côté de Dallas, on a congédié Matt Eberflus, l'ancien coach des Bears. Ça n'a juste pas fonctionné. Je pense que ce gars-là est juste pas fait c'était un coach horrible à Chicago. Là, c'est triste. Jonathan Gannon, on en a parlé. Les Raiders, ils ont juste congédié tout le monde. Là. Pete Carroll, Chip Kelly, ils ont congédié tout le monde. Oui, va-t'en. Clean house. Et qui, toi? Toi aussi, va-t'en. Bye. Les Browns ont congédié leur head coach, donc Kevin Stefanski, les Falcons, leur GM et leur coach aussi, Ryan Morris. Puis les autres, c'est des fires qui ont été faits plus tôt dans la saison, là, les Jets, les Rams, puis des trucs comme ça. Donc, ça fait un petit peu le tour des postes vacants actuellement dans la NFL. Il va y avoir du changement. Puis, dans le fond, l'affaire qui est le plus drôle, c'est que des top spots pour John Harbaugh, dans le fond, le top numéro 1, selon un site de la NFL, c'est genre Buffalo. Mais ils ont encore leur entraîneur-chef en playoff. Fait que genre, les gens sont comme tellement... les 4 autres, c'est comme des postes vacants. Comme, lui, je le verrais bien pour les Bills. Toi, McDermott? J'ai vu de quoi passer. Écoute, j'ai aucune idée de la véracité, ou la véracité de ça, mais comme quoi, il y avait 6 spots de libre comme coach dans la ligue. Mais ça, c'était avant McDaniels. Ouais. Puis que Harbaugh avait été en discussion avec 7 équipes déjà. Ouais, c'est ça. Fait qu'une de plus que qu'est-ce qui est disponible. OK, imagine.
Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait une équipe qui dise, hey, mettons, McDermott, on est satisfait, mais si on est capable d'avoir Harbaugh comme. Non, mais Miami, ça se peut. Peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont comme. Ah, mais il est intéressé, va-t'en, tu sais. Mais tu sais, êtes-vous si sûr que ça, tu sais, juste pour finir rapidement sur les coachs, parce que je veux qu'on enchaîne là, pour les playoffs. Ouais. Mais êtes-vous si sûr que ça, qu'Harbaugh il revient dans la NFL l'année prochaine, vous autres? 100%. Ah ouais? Ah, oui. Moi, 1000%, je dirais. Parce que moi, étant à sa place, fait 10 ans chez les Ravens, je prendrais peut-être une petite année off. Là. Moi, ouais, mais ces gars-là, ils veulent pas. Tu sais, regarde Pete Carroll. Non, t'as raison, c'est vrai. Tu sais, Pete Carroll, il est même plus capable de parler, puis il coach encore. Tu sais, moi, ma question, c'était pas par rapport à ses compétences, c'était plus, est-ce que lui va vraiment se dire... Regarde Belichick, il a fallu qu'il retourne dans la NCAA. C'est vrai, t'as raison. Ce gars-là... Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est juste que tous les contextes sont différents, on a vu de tout. Mais pour un coach de sa trempe, avec le résumé qu'il a, il est quand même. La raison pour laquelle il a été congédié, c'est pas à cause de lui. Ça s'est su cette semaine. On n'a pas parlé dans le podcast vraiment, mais c'est que lui, peut-être qu'il y a un peu trop de politique. Ça fait 18 ans qu'il est là, il y a des relations à maintenir. Puis, dans le fond, le propriétaire ou le GM voulait congédier un coordinateur. On ne sait pas exactement lequel, on a des suspicions. Puis, il a voulu garder le coordinateur en tant que tel. Fait que là, comme il a backé son monde, il a fait ben, si toi, tu veux pas on veut changer lui, si toi, tu t'opposes à lui, ben, on va te changer toi aussi. Fait que là, c'est comme un peu par fierté. Il aurait pu rester s'il avait juste dit ben, OK, mais ce coordinateur-là peut partir. Fait il a refusé un changement de coordinateur, c'est ça qui l'amène à être fire. Fait que ce gars-là, il dit c'était quoi pour son monde, mais c'est un gars qui a je sais pas comment dire ça. Ça fait 18 ans que je le côtoie. Ah non, il y a une crédibilité là, dans la NFL, c'est sûr. Il y a une crédibilité, mais il y a un message, il y a un plan de match, il y a une bonne préparation. Il va aller là où le talent est. Puis ça me fait un peu penser à un entraîneur-chef, pour ne pas le nommer, qui est passé des Eagles aux Chiefs, puis qui vit dans une dynastie en ce moment. Je ne sais pas si Losé va le reconnaître avec les indices que j'ai donnés. Ouais, excuse. Je me demandais parce que ma porte de garage, elle vient d'ouvrir. Fait que là, je suis un peu mélangé. OK, mais dans le fond, c'est ça. Peut-être qu'un changement peut amener comme un vent de fraîcheur pour lui, un nouveau défi, puis il pourrait être revigoré par ça aussi. Ces gens-là carburent. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'un changement de scène va pouvoir l'aider. Ouais. Puis je lui souhaite quand même, parce que ça a l'air d'un bon gars, mais peut-être qu'il va aller au college avant, peut-être qu'il va juste aller directement, mais il y a clairement un poste de head coach qui n'accepterait pas un poste de coordinateur, ça c'est sûr. Ah ben non. Un poste de head coach à une autre place, ça va bien se passer. Il va peut-être amener son monde ou pas. La seule chose, puis tu viens de marquer un bon point, c'est que son frère, il a fait le chemin puis il était dans la NCAA avant de revenir. Ouais. Est-ce qu'il va prendre le même chemin que son frère? C'est juste que Jim Harbaugh, je ne suis pas sûr que quand il est parti de San Fran, il était autant en demande que John Lee actuellement. Non, c'est ça. Il était fâché, il était colérique. C'est que s'il veut coacher, c'est sûr qu'il y a une place pour lui dans la NFL, mais est-ce que vraiment tu veux aller à Cleveland, à Las Vegas? Je reviens dans 2 secondes. Moi, c'est plus ça. Je ne suis pas sûr que, en tout cas. On peut enchaîner. On passe au prochain segment. Là, dans le fond, là, ça va être les picks. On reprend un peu un bracket pour me donner une chance de gagner quelque chose. Voilà. Là, j'étais loin. J'ai eu d'autres priorités dans ma vie. Puis les picks pour savoir qui allait gagner ou perdre m'en fichaient royalement. Mais là, on repart un peu à zéro avec un bracket style pour les éliminatoires, de voir qui va l'emporter ou non. Fait qu'à chaque semaine, on va avoir des prédictions. Fait qu'on fait clean sheet. On repart à zéro. Tout le monde a une fiche de 0-0. Oui, et par rapport à ça, justement, pour essayer que ce soit le plus équivalent possible pour tous, à partir d'en fin de semaine, pour essayer d'avoir le plus de résultats possible pour nos auditeurs, au lieu de faire une vidéo par jour, je vais faire une vidéo par match. Donc, pour l'assistant bet, ça ne sera pas l'assistant bet du jour, ça va être l'assistant bet du match. Donc, pour chaque match, nos auditeurs, vous allez pouvoir voter pour qui vous pensez qui va gagner. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos auditeurs vont avoir un résultat pour chaque match de playoff, puis je vais avoir des bets pour chaque match. Donc, je vais y aller un petit peu différemment pour les playoffs. Au lieu d'y aller comme par jour, ça va être par match, chaque vidéo. Donc, il y a des jours, comme mettons dimanche, il y a 3 matchs. Il va y avoir 3 vidéos dans le match dans la journée dimanche. Malade. Excellent. Ouais. Excellent. Fait que dans le fond, Marc, montre le tableau. On va voir les matchs. Il y a 6 matchs seulement. Fait que beaucoup moins de matchs. Yes. C'est quand même chaud, là. Il n'y a pas des gens de 10-6 qu'on va avoir, là, ou de plus pour moi 5-10. Mais on a dans le fond, être 1-5. On peut être un 5, ben oui, ça se fait, ça existe comme stats. Les Rams visitent la Caroline et je pense que les Rams vont l'emporter. Ils ne vont pas avoir 2 fois par la Caroline. La Caroline a déjà battu les Rams plus tôt en saison dans un match haut en pointage. Donc tout est permis dans ce match-là, mais je pense que ça va être en éliminatoire, en wildcard week-end. C'est toujours plus
plus frileux au niveau de la prise de risque. Donc, je pense que les Rams vont l'emporter dans un score plus bas. Ça, c'est ma perception par rapport au match qui va arriver. Match du samedi, 4h30. En fait, je l'avais mentionné aussi plus tôt en saison. J'avais mentionné, je pense que ce match-là va être trop gros pour les Panthers. Ça reste que les Panthers, juste de participer aux éliminatoires, c'est exceptionnel pour eux. Là. La marche qu'ils ont réussi à monter cette année, même s'ils participent aux éliminatoires avec une fiche inférieure à 500, la marche qu'ils ont prise cette année, c'est incroyable. C'est inespéré quand même. C'est inespéré. Pour eux, c'est déjà... Pour vrai, je suis convaincu là, que eux, là, dans leur tête, c'est déjà une immense réussite cette saison. Puis ils ont eu des grosses victoires aussi dont ils peuvent être fiers. Oui, ils ont battu les Rams, justement. C'est ça. Donc, ils ont quand même pas juste battu des équipes là, en bas de 500. Ils ont eu des grosses victoires quand même mémorables durant la saison. Mais pour vrai, ça reste que les Rams se font pas avoir 2 fois. Puis moi, je pense que les Rams, ce qu'on a dit sur les Seahawks en début de podcast, Sean McVay puis les Rams, je le vois aussi. Puis moi, je suis pas si convaincu que ça, que c'est pas l'année des Rams. Parce que moi, j'ai été longtemps vendu Rams cette année. Puis je pense encore que les Rams, c'est très possible que ce soit l'équipe qui sort de la NFC. Ils vont se rallier, là. Fait que moi, je m'attends à une victoire des Rams, puis je m'attends pas à ce que ce soit si serré que ça, ben honnêtement. Non, moi, j'ai passé ma semaine à jaser avec les boys de foot, à dire à quel point c'est l'année de loin que les séries sont le plus tough à prévoir. Ah oui. First, le fait que Casey soit pas là, ça enlève des matchs. Oui, facile. C'est ça. Veux pas, on fait des jokes, mais ils ont quand même été à 5 Super Bowls en 7 ans. Fait qu'ils gagnent tout le temps. C'est comme les Pats. Fait que, honnêtement, je serais aucunement surpris dans n'importe quel match-up que ce soit un ou l'autre des équipes qui gagnent. Ça, je suis d'accord. Sauf ce match-là. Sauf celui-là. Les Rams, ça va être le seul match dans ma tête que c'est un free pass, à part peut-être Houston. Mais en tout cas. Peut-être pour ça qu'ils mettent le samedi 4h30 aussi. Possible. C'est clairement le match le moins sexy. Pour vrai, la cote est à 10,5, les gars. Moi, pour vrai, j'ai jamais vu ça, une cote à 10,5. Un match de playoff, 10,5, c'est extrêmement rare. 10,5 pour l'équipe qui est à l'extérieur, c'est en plus. C'est sûr que c'est la première fois que ça c'est fou, là. C'est débile. Ouais. Puis Losif, elle prend pour les Rams. Puis Marco aussi, il nous a écrit dans la conversation, il prend pour les Rams. Yes, sir. Je note ça. Non, moi, je vois plus. OK, bon. C'est ça. Maintenant, Green Bay visite Chicago dans un match de division, des équipes qui se connaissent bien. Et je pense qu'à domicile, Chicago va l'emporter dans ce match-là, malheureusement. J'aimerais que tes Packers l'emportent, Marc, mais je pense qu'il y a un petit edge pour Chicago dans ce match-là. Pour vrai, c'est un match, la cote est à 1. Là. Fait que comme Green Bay est favori par 1, c'est un match qui peut aller de tout bord, tout côté. C'est sûr que Green Bay, la fin de saison qu'ils ont eu, c'est quand même décevant. Parce qu'ils ont eu de très, très beaux flashs en décembre. Fin novembre, puis en décembre, il y a eu de très, très, très beaux flashs. Mais là, Jordan Love qui a été blessé, la blessure à... Bon, là, je suis malade, j'oublie son nom. Là. Parsons. Parsons, merci. La blessure à Parsons a fait mal à la défensive. Tu sais, on n'en a pas parlé. parlé. Reed aussi, tu me parlais? Ici, comment? Il n'y a pas Reed aussi? Reed n'a pas joué un bout. Christian Watson n'a pas joué un bout. Josh Jacobs a manqué énormément de pratique. Il n'a pas nécessairement manqué. Il a manqué un match, mais il y a des matchs où il n'a presque pas été impliqué. Fait que c'est dur de savoir quelle version des Packers va se présenter dans ce match-là. Ils ont reposé presque tous les partants la semaine passée. Ils ont pick-up Trevon Diggs de Dallas. Je ne savais même pas que tu peux avoir des waivers à la dernière semaine de la saison. Pour vrai, je ne savais même pas que ça existait. Ou quand ils ne jouent plus, quand ils sont éliminés, tu peux. Fait que c'est un peu fucked up parce que genre une équipe pourrait juste wave un super bon gars qui pourrait se ramasser dans une équipe en playoff la dernière semaine. C'est un peu weird, là, mais en tout cas. Mais en tout cas, ça pour dire que je me questionne vraiment à savoir quelle équipe des Packers va se présenter. Mais si c'est la bonne équipe des Packers qui se présente, moi, je pense que c'est les Packers qui gagnent ce match-là. Parce que si je regarde les deux rosters, moi, je pense que sur papier, les Packers sont meilleurs que les Bears. Je parle pas nécessairement avec mon cœur ici. Oui, j'aimerais que les Packers gagnent, mais je pense quand même que sur papier, si je regarde les deux rosters... C'est correct, Max, je t'écoute, puis... Green Bay meilleur, fait que je vais y aller pour Green Bay. Mais c'est très possible que ce soit la dernière équipe qui ait le ballon qui gagne. Pour ma part, le match le plus 50-50,
de tous les match-ups. Oh, ça veut pas dire que pour moi, selon moi, mes autres prédictions, ça veut pas dire que je vais l'avoir. Mais dans ma tête à moi, les autres gagnants de chaque game me viennent plus facilement que ceux-là. C'est vraiment le. Puis je vais juste rajouter. Ouais, vas-y. Je vais juste rajouter avant que tu dises ton choix que. Je comprends que c'est Ben Johnson, puis peut-être que ça s'applique moins qu'aux Panthers. Mais pour moi, il y a aussi le fait que les Bears, c'est un peu la même philosophie que les Panthers. Les Bears, ils ont déjà overachieved cette année. T'as pas ça en dedans de toi. Tu dis, il faut aller la chercher. Tandis que pour vrai, Matt Lafleur, sa job pourrait être en jeu. Mettons qu'il perd en fin de semaine, là, ça se peut qu'il perde sa job. Il y a quand même ça aussi du côté des Packers, qu'actuellement, les Packers, ils ont underachieved. Contrairement aux Bears, ils ont overachieved. Que tu compares Caroline avec Chicago, c'est deux scénarios complètement différents. Chicago, ils veulent se prouver. Il y a des young studs quand même. Non, mais moi, je comprends des joueurs vétérans comme Swift. C'est deux équipes que ça fait plusieurs années qui étaient pourries. Oui, mais ils ont overachieved les deux. Bryce Young aussi, c'est un premier choix. Bryce Young aussi. Pas en train de comparer les deux. C'est deux équipes que ça fait plusieurs années qui sont poches. Chicago, équipe historique, genre centenaire. Là, puis, oui, mais ça reste que ça fait fucking 20 ans qu'ils sont poches. Centenaire sans jamais un QB de 4000 verges. Fait que, ouais, c'est pas trop historique, tu sais. Ben, vas-y, Losé, tu prends pour qui? C'est long, tu là. Vois, à quel point c'est 50-50? Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai changé 3 fois d'idée. Mais j'aurais tendance, dans un match de même à 50-50, à donner le lead au home. Puis c'était ça que j'avais en tête. Mais je pense que il y a eu beaucoup de fois dans l'année où Caleb a fait des affaires extraordinaires en fin de game, tir de l'arrière. Ils ont gagné des games de même. Mais je pense que contre la défensive de Green Bay, s'ils se ramassent dans une situation de même, il va être trop tard. J'aime mieux bêter à long terme Caleb en avant de Jordan Love, ça c'est certain. Mais dimanche... Dernier match-up, Packers 16, Bears 22. Mais dimanche, je pense que je vais prendre Jordan Love avant Caleb dimanche. Absolument. Seulement dimanche. Je suis content que tu amènes la dernière game parce que pour vrai, ils sont affrontés 2 fois cette année. À Green Bay, les Packers ont gagné. À Chicago, ça a pris un miracle on 34th Street là, pour que Chicago gagne. Ils perdaient genre par 10 points avec 4 minutes à jouer. Ils font un onside kick que le gars, il fumble. Puis, tu sais, fait que ça a pris quand même des espèces de circonstances un peu fucked up pour que les Bears gagnent ce match-là. Fait en tout cas, ça se peut qu'on se ramasse la semaine prochaine puis que Chicago ait gagné. Là. Ah, ben oui, mais moi, je pense quand même qu'il y a certains points moi, je pense qui que c'est 50-50. Ouais. Prochain match, Buffalo visite Jacksonville. Marco prend Chicago pour ceux qui n'ont pas le visuel. Puis, dans le fond, là, je voulais vous surprendre, les gars. C'est pas du hate. Je pense que l'équipe la plus complète puis qui pique au meilleur moment, je pense que Jacksonville va l'emporter contre Buffalo. J'ai pas confiance à la défensive de Buffalo. J'ai confiance en Lamar Jackson puis en certains jeux explosifs puis en leur jeu au sol. Parce que dans le fond, je trouve que James Cook est incroyable. Il fait des gros matchs, mais des fois, il y a de la misère à se mettre en marche. Jacksonville a tout ce qu'il faut en ce moment pour performer et réussir. Puis je pense qu'à domicile, ils vont l'avoir là, contre Buffalo. Julien, faut que je te coupe. Tu viens de faire... un lapsus, hein? Un lapsus j'ai fait? Extraordinaire. J'ai pas voulu t'aider à mon nom. T'as changé le nom de Josh Allen pour Lamar. Écoute, tu me rends tellement heureux, là. Tu me rends tellement heureux, là. Non, parce que j'allais trouver dans mes idées l'oser, parce que ce que je voulais dire, c'est que j'ai confiance J'ai tout compris, mais Josh le Allen, fait que t'aies dit Lamar, moi, parce que c'est que l'idée que... Moi aussi, je suis fatigué quand même, mais c'est que l'idée que je voulais amener, c'est qu'il y en a plein qui disent que malgré l'absence de Lamar et de Mahomes, c'est comme l'année de Josh Allen. Mais je comprends que Josh Allen, il y avait une faible opportunité depuis 5 ans, mais je ne crois pas qu'on est plus là. Je pense pas que Josh Allen, parce que c'est rendu entre guillemets son tour ou parce que par le passé, il y a eu du système éliminatoire. 100%. En ce moment, Jacksonville, je trouve meilleur. Je vais t'en donner une belle statistique, moi. Vas-y. Ben avant, c'est Marc-André à ce moment. Ouais. Mais ça reste que Buffalo est quand même favori par 1 dans ce match-là. Je vous avoue que non, cette cote-là... Jacksonville rendu favori par 1,5. Ah ouais, ok. Parce que peut-être que c'est pas mon truc qui est pas à jour, là, mais j'avais vu Buffalo moins 1. Mais... Ben, tu sais, 1, là, ça... Oui, ça reste que je trouve la cote très, très serrée.
Je comprends qu'il y a une immense vague d'amour entre Josh Allen. Je comprends que si Josh Allen décide de mettre sa cape de super-héros, il peut gagner le match presque à lui tout seul. Mais pour vrai, si on regarde pas juste les 3 dernières semaines, si on regarde sans blague les 12-13 dernières semaines de la saison, Jacksonville est bien meilleur que Buffalo. Là. Fait que moi, je prends Jacksonville. Là, je vais encore passer pour un hater. Je m'en fous. En fait, c'est pas vrai. Je peux pas être hater parce que je déteste beaucoup plus Lawrence que Josh Allen. Oui, c'est vrai. Tu l'as dit quelques fois aussi. Je déteste beaucoup plus Trevor Lawrence. Fait que de prendre Jacksonville, ça me décrisse un peu, mais en même temps, j'ai beaucoup utilisé l'expression de peak au bon moment cette année pendant le podcast. Puis je pense que Jacksonville, c'est le meilleur exemple de ça. Ils ont peak au bon moment. Ils ont été capables de toffer le comeback de Houston dans la division, gagner à chaque semaine. Puis... Fait que non, je vais y aller avec Jacksonville. Puis la statistique que je voulais dire, Josh Allen il a des stats extraordinaires en playoff. On ne peut pas rien enlever. Il a perdu, oui, 4 fois contre Casey, mais il a toujours fait la job quand même. Par contre, Josh Allen a jamais gagné un match à l'extérieur en série. Jamais. Donc, je pense pas que c'est en fin de semaine que ça va se passer. Ben, Losé, ces genres de stats-là, moi, je peux te dire que Pittsburgh a jamais perdu un match un lundi soir depuis 1991. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tomlin, il est 22 les lundis. À domicile. 40 ans. À domicile. OK. À domicile, ouais, c'est ça. Tu peux changer les stats comme tu veux. Non, mais là, on parle de statistiques en playoff. Moi, c'est playoff, tout confondu. Playoff, jamais... depuis 91, on parle ça à comparer à... On s'entend que les playoffs, les match-ups sont plus serrés. Fait que le home advantage est super important. Important, ouais. Ben, les Bills n'ont jamais gagné un match à l'extérieur avec Josh Allen. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple voilà. que ça. Et Marco, il a pris Buffalo, lui. Marco a pris Buffalo. San Francisco contre Philadelphie. Moi, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Le spread est à 5.5 pour les Eagles. Ouais, mais ça, c'est à cause de Trent Williams puis Ricky Pearsall. Ouais. Ils n'ont pas pratiqué. Ça, les Eagles sont favoris par 5.5. Ben, vas-y, Marc, continue. Non, mais je fais juste dire que je suis sur le cul parce que pour vrai, je suis franchement étonné que les Eagles soient favoris par 5.5 dans ce match-là. Ouais, moi, c'est pas le match difficile à prendre, mais moi, c'est le match qui est le plus difficile à prendre parce que mon cœur est avec San Francisco, mais pour les anciens gagnants du Super Bowl, avec la défensive qui fait peur, tu sais, vous parlez des défensives, souvent tu parlais de Houston qui fait peur comme défensive. Dans la NFC, même si Seattle paraît bien en défensive, moi, la défensive qui fait le plus peur pour une équipe, c'est Philadelphie. Fait que c'est un gros match-up pour San Francisco d'aller à Philadelphie pour gagner ce match-là. Fait on dirait ma tête puis mon cœur aimerait ça dire San Francisco, mais à domicile, Eagles fait peur. Puis en plus, avec le dernier match qu'ils ont eu, San Francisco, qui ont marqué juste 3 points contre les Seahawks, qui ont une bonne défensive, ça peut faire mal. Fait que moi, j'ai vraiment de la misère. Puis c'est la seule raison pour... J'aimerais ça me tromper, mais je pense vraiment que Philadelphie va l'emporter dans ce match-là à cause de ce que je viens de dire. Fait que le spread de 5 points, moi, je ne suis pas sur le cul. Au contraire, c'est un match qui va être serré. J'espère que San Francisco va gagner. Mais avec la tendance actuelle, je pense vraiment que Philadelphie va remporter ce match-là, malheureusement. Puis je ne suis pas un grand fan de Philadelphie, mais je pense qu'ils ont l'avantage. Voilà, fait que c'est mon opinion. Fait que je ne suis pas sur le cul, mais c'est un match. Moi, c'est le match que je trouve le plus serré dans toute la bataille. OK. Mais tu vois, j'allais prendre San Francisco, mais le fait que tu choisisses Philadelphie me confirme que je fais le bon choix de prendre San Francisco. Hey, j'ai pensé à la même affaire. Wow, vous êtes méchant. Puis l'an prochain, Matt, je veux pique en dernier. Je veux pique en dernier. Moi, je vais encore aller. Je vais pique en dernier. Je vais revenir sur une chose, par exemple. Genre, soit objectif, Philadelphie gagne. Parce que lui prend ça, moi, non, j'avais dit avant, j'avais dit que je ne comprenais pas le spread de 5.5. Ça se peut que Philadelphie gagne, ça se peut que San Fran gagne. Mais de dire que tu n'es pas sur le cul avec le spread de 5,5, ça, je suis complètement en désaccord parce que Philadelphie, ça fait genre 8 semaines qu'ils ont de la misère à scorer 20 points d'une game. Quand tu ne scores pas 20 points puis tu as un spread à 5,5, tu ne le couvriras pas. Fait que smasher le plus possible le spread à 5,5, ceux qui écoutent. Ben oui. Puis mettez un petit peu de money line sur San Fran parce que San Fran va gagner.
Je comprends que San Fran a marqué 3 points contre Seattle, là, mais pour vrai, je serais... Puis là, peut-être qu'on va regarder l'extrait, puis la semaine prochaine, je vais le ressortir, là. Mais je serais franchement étonné que les Eagles gagnent genre 16-10 ce match-là. Là. Comme... Ouais, moi aussi. Ou 17-10, là, peu importe. Là, mais non, ça y aura plus de points que ça, selon moi. Mais moi, je pense pas que Philadelphie va être capable de mettre plus que 20 points sur le tableau. C'est ça l'affaire. Tu peux mettre SF. On verra bien. Ouais. Fait que je te mets SF, puis Marco, il a pris Philadelphie lui aussi. Fait qu'on a quand même une belle disparité. Ah ben, les match-ups sont tough. Ouais. C'est ça, les playoffs. Ouais. Moi, dans le match, à cause des blessures de Chargers, je pense que New England va l'emporter. Pour moi, c'est le match qui est le plus avec un plus gros landslide entre les équipes. Je pense que New England va l'emporter. Puis, plus avec que Caroline un gros différentiel. Le plus gros différentiel que les autres équipes, je pense. Le plus gros différentiel de points va jouer là en faveur de New England. Ah ouais, plus que Rams. Eh bien, tu m'étonnes. Ouais. Mais oui, New England va gagner, mais je pense pas qu'ils vont éclater à ce point-là les Chargers. Ouais, les Rams les Rams. Marco a pris les Chargers. Là, Houston contre... On finit ça avec ça. Houston contre Pittsburgh. Je sais ce que j'allais dire, mais ultimement, je m'en crisse. Je pense que Houston va l'emporter contre Pittsburgh. Pittsburgh a été quand même vraiment beaucoup surpris. C'est rare, là, parce que quand tu parles de l'osé, de trucs exceptionnels, là, les Steelers, là, quand en fin de match, ils ont besoin de toucher, ça n'arrive pas. Puis là, ils en ont fait 2 back-à-back. Mm-hmm. J'ai jamais vu ça de la saison. Fait que là, c'est soit qu'ils n'ont pas eu leur air d'aller, puis ils ont fait face à l'adversité. Peut-être que c'est juste un moment de désespoir parce que c'est les Ravens qui connaissent bien. Il y avait un bon plan de match contre Lamar Jackson. Très bon. Il y a eu ses jeux explosifs, il y a eu ses jeux clés. Mais ils sont habitués de le voir parce qu'il y avait un bon match-up contre lui. Fait qu'ils ont bien paru contre la défensive qu'ils connaissent bien. Ils ont exploité une faille que je sais pas. Hamilton était blessé en fin de match. Le grab non callé aux wide receivers, les 2 joueurs des Ravens qui se flaquent, le grab non callé a sauvé le joueur des Steelers. Puis les 2 joueurs se sont frappés casque à casque. Fait que le coup salaud non flagué a quand même fait que Hamilton a été sorti du match. Fait que tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que Pittsburgh peut créer la surprise. Ils ont un front défensif qui peut mettre de la pression sur Stroud. La ligne en attaque a eu de la misère à contrer la pression. Fait que je pense que Houston a peut-être un match-up plus difficile contre les Steelers. Ça peut prendre du temps. Mais je pense qu'à long terme, Nico Collins va faire une différence dans ce match-là. C'est pas le jeu au sol de Houston qui va faire une différence. Mais je pense que Stroud va trouver une solution et va en faire assez pour gagner ce match-là. Mais je pense que ça va être un match serré quand même. Pas aussi facile que Losé va le dire, genre un 38-3. Là. Wow. Mais. Voyons donc. Ouais, Losé, on le sait bien. Tu as dit la victoire la plus facile, ça va être Pittsburgh. Hein? Mais je pense que ça va être serré. Non, j'ai dit les Rams. Voyons. Non, t'as dit ça. Tantôt, tu as voulu aller à la pêche à une réaction, puis tu l'as eu. Tu as dit le match le plus facile, c'est Houston. Ben non, pas en tout. Ben non, pas en tout. Ben oui. J'ai dit, c'est le seul match qui va être un free pass, c'est les Rams, sauf peut-être Houston. J'ai fait ça de même. Sauf peut-être Houston, qui était un autre free pass, mais c'était plus une joke envers toi. Voyons, très drôle, rendu susceptible. Je suis pas susceptible. C'est juste que Pittsburgh ou Houston? Vous avez beaucoup de hate sur Pittsburgh juste à cause de moi. Si j'avais pris pour une autre équipe, vous auriez juste piqué sur cette équipe-là. Non, vous auriez plus pas parlé de Pittsburgh de toute Non, pas du tout, pas du tout. Non. Vous dites ça, mais on ne saura jamais. Fait que Julien, Pittsburgh ou Houston? Ben, j'ai dit Houston. OK, mais je te donne une chance de reprendre peut-être pour ton équipe. Non, mais Houston, tu vas prendre pour Pittsburgh? Ça, non, pour vrai, Houston, depuis la semaine, non, je vais prendre pour mon équipe ou pas. J'adore Pittsburgh, je serais plus curieux qu'ils gagnent contre Houston, mais il faut être réaliste. Ouais. Houston a une excellente défensive qui met beaucoup de pression sur le corps sur Aaron Rodgers. La ligne d'attaque est bonne pour les Steelers, mais est-ce qu'elle va être assez bonne pour contrer ce que Houston a préparé pour les Steelers? Je le vois pas. Je peux être surpris, mais ça va être un match qui va être vraiment stressant pour moi à regarder, qui promet d'être divertissant. Puis je pense qu'ils ont bien fait ça pour finir le lundi soir avec ce match-là, parce que ça va être un match extrêmement divertissant, peu importe qui l'emporte. Mais je pense que Houston a le edge. Malheureusement, il ne va pas faire assez froid à Pittsburgh, à mon goût. Ça a été le fun, un bon moins 20 degrés Celsius là, pour voir à quel point les Texans ils vont se réjouir. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste moins 1 degré qui va se faire. L'avantage du terrain peut être un facteur. Il va faire du bruit à Pittsburgh. Les fans vont faire du bruit, mais je pense que Houston a la meilleure équipe, malheureusement. Puis ça fait plusieurs semaines qu'on les encense, fait que je vais aller dans ce sens-là. Je suis d'accord. En fait, c'est deux défensives qui vont faire la job dans ce match-là, je pense. Mais ça reste que je pense quand même que l'attaque de Houston est meilleure que l'attaque des Steelers, malgré tout. Puis, je pense pas au sol.
parce que les Texans par sont la pas bien passe, au sol. Par la passe, oui, par la loin passe, par la passe, supérieur. je suis d'accord, par la Mais passe. anyway, dans ce match-là, Pittsburgh ne sera pas meilleur au sol parce que Houston ne donne rien. Ouais, c'est ça. Exact. Pour Kenneth Gainwell, par la passe, ça se donne. Ouais, donc je prends Houston. Ça va être Houston pour moi aussi. Exactement. Pour toutes les raisons qu'on a énumérées pendant des semaines et des semaines. Ouais. Et Marco prend aussi Houston. Voilà. Bon, ben. Le premier match et le dernier match, c'est les seuls qu'on est en ligne sur la même équipe. Yes. Attends, sinon, il y a des petites particularités. Mais c'est un match qui promet. J'ai bien hâte. Puis le podcast s'achève bientôt. Il reste seulement quelques semaines de podcast. Ouais. On en profite au maximum. Bien content de faire ça avec vous autres. Très reconnaissant. Puis c'est le temps qu'on se laisse par la toune, Marc. Yes, sir! Salut la gang! Bye! Si vos équipes font les éliminatoires, on vous souhaite du succès. S'ils le font pas, ben, allez à Cancun, les voir, c'est le temps de voyager. Là, okay? Prenez une semaine, allez faire des autographes, revenez avec du gear puis de la merch. C'est le temps, là, OK? Fait que je vous envoie dans le convo. Suivez l'assistant coach podcast. Il y a un TikTok sur les destinations ou les croisés. J'ai plus de chandail, moi j'ai tout donné. Tout donné pour le gear. Là. Ils ont toutes pas fait les playoffs. Hey, bonne playoff, bonne prédiction. Amusez-vous bien, ciao la gang. Ciao. Yes, sir, ciao.